Voyons maintenant ce qui va se passer dans des réacteurs sièges de plusieurs réactions. On va tout d'abord définir des rendements. Un rendement global, qu'on appelle également rendement opératoire parfois, et un rendement relatif local. Vous voyez qu'ils ont des notations assez particulières. Le rendement global se note grand Y, le rendement relatif local est à prime, et à chaque fois on va bien préciser que c'est le rendement d'un produit P par rapport au réactif A. Et on retrouve cette notation pour le rendement local. Alors, on va avoir, pour ce qui est du rendement global, le rapport entre le flux molaire du produit P, qui est produit par ce réacteur, et le flux molaire de réactif A qui entre dans le réacteur. Et on voit ici apparaître au dénominateur un coefficient qui représente le nombre maximum de moles de P qu'on peut obtenir à partir d'une mole de A. Alors, pour obtenir cette valeur, c'est très simple, il suffit de regarder l'ensemble des réactions, de se focaliser sur la réaction qui conduit au produit P à partir du réactif A et de regarder en fonction des coefficients stoichiométriques combien on va pouvoir obtenir de moles de P à partir d'une mole de A. Alors ce coefficient est un coefficient positif toujours et c'est un nombre sans dimension. On va le retrouver au dénominateur du rendement relatif local. Et pour ce rendement relatif local, on va diviser la vitesse de production du produit P et la vitesse de consommation du réactif A. Donc souvenez-vous, on avait défini que cette vitesse pour une espèce J quelconque, c'est la somme sur l'ensemble des réactions du coefficient stoichiométrique de l'espèce J dans la réaction numéro I multiplié par la vitesse de la réaction numéro I. Donc on va ainsi pouvoir tenir compte du fait que le produit P peut apparaître dans plusieurs réactions et même chose pour le réactif A. Alors en fait, il y a une relation entre le rendement global et le rendement local. Alors reprenons la définition ici du rendement global et si on décide d'en prendre la dérivée, donc la différentielle, le dy de P par rapport à A, ça va être tout simplement dfP sur le coefficient donc NuPA, nombre maximum de moles de P qu'on peut obtenir à partir d'une mole de A, multiplié par FA0, tout simplement parce que ces deux grandeurs sont des constantes. Le coefficient, il est lié au coefficient stoichiométrique des réactions, donc il est constant. Et puis le FA0, c'est le flux molaire de A à l'entrée du réacteur, c'est également une constante. Alors, reprenons maintenant l'expression de FA, c'est FA0, 1 moins XA. Ça, c'est tout simplement la définition du taux de conversion. Si je prends la différentielle, je vais avoir dFA qui va être égal à moins FA0 dXA. Donc, je vais pouvoir récupérer le dXA, donc qui sera moins dFA sur FA0. Et en faisant le rapport entre ces deux équations, je vais obtenir dyPA sur dXA qui va être égal à donc moins dfP sur le fameux coefficient NuPA dFA. Alors, voyons maintenant du côté du rendement local. Lui, on a vu que sa définition, donc c'était celle-ci, en fonction des vitesses de production. Alors, les vitesses de production, on peut aussi dire que c'est la variation du nombre de moles de l'espèce J en fonction du temps pour l'ensemble des réactions. Ici, on est dans un cas où on en a plusieurs. Donc, finalement, cette vitesse, je vais pouvoir aussi l'exprimer en faisant apparaître un flux. Et du coup, on comprend bien que le nu'PA, eh bien, ça va être pareil qu'un dfP sur nu'PA, celui-là, il est constant, sur moins dFA. Et on voit que finalement, on retrouve ce qu'on venait d'écrire juste avant, c'est-à-dire dyPA sur dXA. Donc finalement, le rendement global s'obtient par intégration du rendement relatif local. Alors du coup, graphiquement,
À partir du moment où on est capable de tracer la courbe du rendement local en fonction de XA, ça on va pouvoir le faire en connaissant les lois de vitesse de l'ensemble des réactions. Alors je vais mettre une forme quelconque, hein, ça pourrait être différentes choses en fonction des lois de vitesse bien sûr. Donc du coup on voit que lorsqu'on va travailler dans un réacteur piston, eh bien on va avoir le rendement global qui va être tout simplement l'air sous cette courbe, puisque dans chaque tranche de mon réacteur piston, je vais avoir un rendement local qui va être différent. Pour obtenir le rendement global, je vais devoir faire mon intégration. Donc l'air qui est assuré en vert, là, c'est le grand Y P par rapport à A pour le réacteur piston. Alors que, comme dans un réacteur parfaitement agité, on a la même composition dans l'ensemble du réacteur. Finalement, le rendement local, il va être le même partout et il va être égal au rendement local en XAS. Et du coup, on retrouve que le rendement global dans mon réacteur parfaitement agité, le YPA RPA, eh bien, c'est l'air du rectangle. Donc sur cet exemple, mais ce n'est pas une généralité, ça dépendra bien sûr de la forme de la courbe et de la position de XAS, eh bien dans cet exemple, on va avoir un meilleur rendement avec le réacteur parfaitement agité qu'avec le réacteur piston. Donc vous voyez que de la même manière qu'avec le Levenspiel plot, le tracé de ce rendement relatif local en fonction du taux de conversion va nous permettre de remonter au rendement global, va aussi nous permettre de prédire quel sera le réacteur qui aura le meilleur rendement. Et donc, ces considérations graphiques vont nous être très précieuses. Alors par contre, faites bien attention que quand on travaillait sur le Levenspiel plot, on cherchait à minimiser l'air puisqu'on voulait avoir un temps de passage ou un volume de réacteur le plus petit possible. Ici, sur les rendements, on va chercher à maximiser les airs pour avoir un rendement le plus grand possible.